Salam alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner des rappels sur le théorème d'Ampanak et les espaces réflexifs. C'est un cours qui n'est pas trop long. Je dis rappel parce que j'ai déjà présenté euh, deux vidéos, une sur le théorème d'Ampanak et une autre qui termine ce thème du théorème d'Ampanak et continue avec la réflexivité. Donc, pour définir ce que c'est qu'un espace réflexif. Alors, nous avons besoin de cette notion de réflexivité pour montrer dans la vidéo prochaine que C0 n'est pas réflexif. C0, c'est l'ensemble des suites complexes qui convergent vers 0. Alors donc, les vidéos dont j'ai parlé, vidéos anciennes, je vais les laisser dans la description, le lien sur la description, et elles se suivent, c'est-à-dire la deuxième dépend de la première. Alors on commence par rappeler, sans le démontrer, le théorème d'Ampanak, parce que j'ai dit les détails sont sur l'autre vidéo ancienne qui parle d'Ampanak. Donc si on se donne un espace vectoriel, alors ça c'est un théorème, si vous voulez, qui ne parle pas de topologie, juste de structure. Donc sur un espace vectoriel sur le corps K égale RC, on a l'habitude de prendre ces deux corps-là, simplement. Je rappelle que le théorème d'Ampanak commence par un résultat sur les espaces vectoriels sur R, puis se généralise à pour donner ce Ampanak principal sur le corps C. Donc ce théorème est valable aussi bien pour R ou pour C. Alors sur R, c'est vérifié avec des conditions moins fortes sur le P que l'on considère. Ici, on considère une semi-norme sur E. Alors on considère E un espace vectoriel sur C ou R, P une semi-norme sur E et F un sous-espace vectoriel de E. Et L une forme linéaire tout court, il n'y a pas de continuité ici, non. Forme linéaire sur F qui vérifie cette inégalité module de L de x est inférieur à P de x, quel que soit x appartenant à F. Alors, le théorème nous dit qu'il existe une forme linéaire, L tilde, sur E tout entier qui prolonge L et qui vérifie la même inégalité, mais pour tout x appartenant à E. Ce prolongement vérifie cette inégalité. Alors, quand on dit prolonge L, ça veut dire que la restriction de L à F est égale, la restriction de L tilde à F est égale au L que l'on a au départ. Alors, de ce théorème, on a le corollaire, j'appelle corollaire principal parce que c'est ça le théorème d'Ampanak lorsqu'on considère les espaces vectoriels normés, donc il y a une topologie, et parle de prolongement de forme linéaire continue. Alors, donc, soit X un espace vectoriel normé sur le corps R ou bien C, et Y un sous-espace vectoriel de X. On suppose que phi est une forme linéaire sur Y continue. Alors, il existe une forme linéaire phi tilde sur X. Donc, quand je dis phi tilde appartient au duel, ça veut dire que c'est une forme linéaire continue qui prolonge F et qui garde la même norme que F. Prolonge F, ça veut dire que phi tilde restreinte à Y vaut phi. Bon. Alors, de ce théorème, j'ai appelé corollaire principal, mais en fait, c'est le théorème de Ampanak avec la topologie sur l'espace vectoriel normé. On tire deux corollaires. J'ai écrit juste un corollaire, mais ce sont deux corollaires distincts que j'ai mis dans le cours, et j'ai mis d'autres corollaires dans ce cours dont je vous ai parlé, le théorème d'Ampanak, donc la vidéo, je crois, la numéro 2, qui se trouve sur la chaîne numéro 2. Il y a une vidéo sur les grands théorèmes, et après le théorème d'Ampanak. Vous allez trouver tous les corollaires
ou la majorité, parce que le théorème d'Armagnac n'arrête jamais de nous surprendre avec des résultats très importants. Alors, parmi ces corollaires, il y a celui-ci que nous allons utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce corollaire? Si vous prenez, donc, dans un espace vectoriel normé sur R ou C, un élément x0 non nul, alors on peut trouver une forme linéaire sur x tout entier, une forme linéaire sur x continue, c'est-à-dire un élément du dual, qui vaut en x0 la norme de x0, et dont la norme donc, de ce f vaut 1. Alors nous allons voir la démonstration de ce résultat en utilisant le corollaire principal, c'est-à-dire ce fameux résultat. Alors voyons la solution. Alors pour utiliser le corollaire principal, j'ai au départ x, je vais devoir utiliser un sous-espace vectoriel. Alors je crée ce sous-espace vectoriel qui est la droite engendrée par x0. Je rappelle que x0 est non nul. Cette droite, c'est-à-dire les éléments de la forme lambda x0, lorsque lambda parcourt le corps K, qui est, comme je le rappelle, R ou C. Alors, je définis une forme linéaire sur ce Y par phi de lambda x0 est égal à lambda que multiplie norme de x0. Parce que Y, comme j'ai dit, c'est engendré par x0. Donc, les éléments de Y, grand Y, ce sont les éléments lambda x0 lorsque lambda parcourt le corps. Donc, phi de lambda x0 est défini ainsi. Alors, il est très facile de vérifier que phi est une forme linéaire et que sa norme vaut 1. La norme de phi vaut norme 1 parce que lorsque vous calculez module de phi lambda x0 sur norme de lambda x0, et évidemment, grâce à la linéarité de phi, le lambda sort en module de lambda, et grâce aux propriétés de la norme, norme de lambda x0, il sort le module de lambda, il y aura une simplification, et vous aurez norme de x0 sur x0. Finalement, un tel quotient, c'est-à-dire le quotient de module de phi lambda x0 sur norme de lambda x0, est toujours égal à 1. Je rappelle que x0 est non nul ici. Par conséquent, la norme est égale à 1. Ainsi, d'après le corollaire principal que j'ai cité si haut, donc nous avons l'existence d'une forme linéaire sur x, petit f, j'appelle petit f, qui prolonge phi et qui garde les mêmes valeurs, la même valeur pour x0, c'est-à-dire norme de x0, et la même norme que celle de phi. Et voilà, le point numéro 1 est démontré. Point numéro 2 dans ce corollaire, alors ça c'est la description de la norme d'un élément x dans grand X par les formes linéaires sur l'espace grand X. Donc je prends un élément x quelconque. Il y a deux cas, ou bien x est nul, dans ce cas-là cette relation est triviale, parce que norme de x0 c'est 0, et ici lorsque vous prenez grand L, un élément du dual, évidemment L de 0 c'est 0, donc ici c'est le sup des 0, et c'est 0, donc 0 égale 0, c'est trivial. Par contre, pour démontrer pour le cas où x est non nul, alors on aura besoin d'utiliser le point numéro 1. Alors tout d'abord, quelle que soit la forme linéaire sur x, qui est de norme inférieure ou égale à 1, grâce à la continuité de cette forme linéaire, nous avons cette inégalité caractéristique de la continuité, puisque ici nous avons affaire à une forme linéaire L. Donc ça, c'est la continuité de L qui nous dit ça. Et puisque norme de L est inférieur à 1, donc ceci est inférieur à norme de x. Pour tout grand L dans le dual. Alors quand vous passez au sup, évidemment, ce sera inférieur à ce norme de x, qui majore tous les modules de lambda x. Donc nous avons cette inégalité. Je cherche l'inégalité réciproque. Alors je vais utiliser le point numéro 1. Alors, il existe f pour ce x non nul, j'utilise la propriété numéro 1, il existe petit f appartenant au dual de x, dont la norme vaut 1, et la valeur de f en cet x, c'est norme de x. Bon, alors maintenant, regardons cette expression, le sup de tous les modules de L de x, lorsque L parcourt la boule unité fermée du dual x'.
Parmi ces éléments L, le F est aussi un élément du dual. Et sa norme égale 1, donc elle est inférieure égale à 1. Donc, ce sup sera supérieur à module de f de x qui, grâce à ceci, vaut précisément norme de x. Ainsi, nous avons l'autre inégalité. Inégalité 1 et inégalité réciproque. Conclusion, vous avez ce résultat très important qui donne la définition de la norme avec les formes linéaires. Alors maintenant, pour préparer la définition d'espace réflexif, je vais d'abord rappeler que si E est un espace vectoriel normé sur le corps K, le bidual, c'est le dual de E'. C'est le dual du dual. Alors, je vais définir, pour un X appartenant à E fixé, je définis une application G que j'appelle G indice X, puisqu'elle dépend de X, du dual de E vers le corps, K égale RC, qui a une forme linéaire F associe ce nombre Gx de F, qui est tout simplement F de X. Et la linéarité, évidemment, elle est claire, parce que si vous mettez ici G de X plus Y, vous aurez F de X plus Y. Et d'après la linéarité de F, qui est un élément du dual, sera F de X plus F de Y. Si vous mettez lambda X ici, vous aurez F de lambda X. Donc c'est lambda F de X. Et donc c'est lambda Gx de F. La linéarité est claire. Alors elle est continue et sa norme vaut norme de X. Voyons la continuité. Pourquoi elle est continue? Donc la linéarité est claire. Alors ce G de X en module, c'est F de X. Et puisque petit f est un élément du dual, il est continu, linéaire continu, donc il est inférieur à norme de F, norme de X. Ainsi vous voyez, regardez cette inégalité. Donc c'est inférieur à norme de F qui multiplie une constante, puisque X est fixé, et donc nous avons G de X, d'après les propriétés des formes linéaires, alors G de X est linéaire. Donc si on a cette inégalité, ça veut dire qu'elle est continue, et sa norme est inférieure à norme de X. En fait, je dis qu'elles sont égales. Montrons qu'elles sont égales. On a deux façons de le faire, soit avec 1 ou soit avec 2. Comme 2 dépend de 1, si vous faites ça ou ça, si vous faites la même chose. Donc, regardons la deuxième, tout simplement. Alors, je veux montrer l'égalité d'un seul coup. Norme de X, par définition, est égale à ça. D'où est-ce que je tire ça? 2. La propriété 2 que nous avons vue. Simplement, j'ai utilisé L, vous vous rappelez, dans cette égalité au lieu de petit f. Mais vous appelez n'importe quoi, F ou L, ce n'est pas un problème. Le fait, c'est que ce que j'écris ici, c'est ça qui est important. Bon, maintenant, F de X, c'est quoi? C'est Gx, G indice X de F. Et là, je vois le sup du module des images de G de X, hein, lorsque les images, lorsque F parcourt le dual pour la boule unité du dual. Et ça, c'est précisément, d'après la définition de la norme, c'est norme de G de X. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi regarder ça, c'est la même chose. Vous pouvez le démontrer si vous n'avez pas encore, disons, assimilé cette définition. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre point que nous devons démontrer? Alors, donc, Gx linéaire continu, et sa norme, ceci, donc G de X, c'est un élément du dual, puisque c'est une forme linéaire sur le dual, et qui est linéaire continu. Donc, voilà, c'est un élément du bidual. Alors maintenant, je donne ce théorème. Puisque pour un X fixé, j'ai défini une forme linéaire appartenant au bidual, alors maintenant, à chaque X, j'associe ce G indice X. Et donc, ainsi, j'ai une application de E vers le bidual, que j'appelle grand J. Alors, je dis que cette application, elle est linéaire, continue, et satisfait norme de G de X égale norme de X, c'est-à-dire elle est isométrique.
Alors d'abord, la linéarité et la continuité. Alors, je dis encore que la linéarité est évidente, mais je vais vous le prouver. Malgré ça, je l'ai fait dans le brouillon, donc un instant, je vous montre la linéarité. Alors, si je prends un f quelconque dans le dual, un x quelconque dans E, par définition, gx de f, g de x, nous avons dit que c'est g de x. Donc, on a cette égalité. Et gx de f, rappelez-vous la définition, c'est f de x. Alors maintenant, je calcule j de x plus lambda y. Pour lambda dans c quelconque, c'est, bon, pour c ou pour k égale r aussi. Quel que soit y appartenant à E, quel que soit x appartenant à E, quel que soit f, j'ai ceci. C'est ça, d'après ce que je viens de décrire là. Donc je l'applique ça au lieu de x, mais x plus lambda y, c'est ça. F est un élément du dual, donc il y a la linéarité, ça me donne ça. Ceci, c'est g de x de f, et ça, c'est g de y de f. Ce sont, d'après les propriétés des applications, je peux écrire, c'est g de x plus lambda g de y de f, quel que soit f pour le dual. Donc, vous voyez ce qui est souligné en jaune, cette application est égale à celle-ci, et on a donc la linéarité. On a donc la linéarité de J. Bon, alors, G est linéaire. On vient de le voir. Et norme de J de X, c'est norme de J de X, c'est ça. Et d'après la propriété, la proposition précédente, je le rappelle, hein, voilà. G de X, de norme de X. Là, la même norme. Donc, je reviens. Nous avons ceci. Et ceci montre quelle est cette application isométrique, puisqu'elle garde la norme. Norme de l'image est égale à la norme de départ. Attention, je note les mêmes, par la même façon les normes. Mais attention, ça c'est une norme dans E, et ça c'est une norme dans le bidual. Donc il ne faut pas confondre les normes. Si je dois mettre des indices de l'espace, ça va quand même faire beaucoup de choses, puisqu'on a beaucoup d'espaces qui interviennent. Il y a E, il y a E', il y a le bidual. Donc sans ambiguïté, donc on comprend de quoi il s'agit. Bon, alors, je dis que J est bicontinue. Puisqu'on a la norme de l'image est égale à la norme de l'X, au départ, on a la continuité, on a l'égalité, non pas inférieure à la constante fois norme de X. Et du même coup, nous avons la continuité dans l'autre sens, mais de J de E vers E. Parce que je ne sais pas si J de E est égal au bidual. Donc, tout ce que je sais, c'est que J de E est aussi un sous-espace vectoriel normé. Alors, l'application réciproque de J de E. Alors, pourquoi je dis réciproque? Parce qu'elle est injective. De cette égalité, elle est injective. Elle est injective parce que si J de X est égal à 0, ça veut dire norme de X égale 0 et X égale 0. Alors, injective et surjective de E sur J de E, hein, la réciproque est continue grâce à cette égalité. Comme je dis tout à l'heure, lorsque la norme de l'image est égale à la norme de l'élément de départ, il y a évidemment continuité pour une application linéaire. Et puisque J est linéaire et bijectif, J-1 est aussi linéaire, mais bijectif de E sur J de E. D'accord? Bon, alors là, nous avons un isomorphisme, parce qu'un isomorphisme, c'est quoi? C'est linéaire, continu, bijectif et continu dans l'autre sens, la réciproque. Alors isométrique parce qu'on a l'égalité de l'image. Image J de X égale norme de X. Voilà donc, le théorème est démontré. Alors maintenant, je vais définir la notion d'espace réflexif. Je viens de vous dire que J, cette application J n'est pas nécessairement surjective. Elle est injective. Alors, lorsqu'elle est surjective, nous avons quelque chose d'intéressant. Alors voilà, je commence par le début. Si E est un espace vectoriel normé sur K égale R, C, on dira que E est réflexif si J de E égale le bidual, c'est-à-dire J est une surjection. Et comme elle est injective, on vient de le voir parce qu'elle est isométrique, alors
G est une bijection. Autrement dit, E est réflexif si et seulement si G est une bijection de E sur le bidual. Vous remarquez que quand on dit bijection ou surjection, on dit sur. Quand on parle d'application sans savoir si elle est surjective, on dit de E vers. Quand elle est surjective ou aussi bijective, on écrit sur. Alors, de cette définition, alors je reviens un petit peu en arrière. Ici, a priori, J n'est pas toujours surjectif. Donc, les éléments du bidual ne sont pas tous de la forme Gx, G indice X. Il y a parmi eux qui peuvent échapper à cette définition. Lorsque chaque élément du bidual est de cette forme, c'est E est réflexif. Et donc, dans un espace réflexif, si je considère grand G, une application, un élément du bidual, c'est-à-dire une forme linéaire sur le dual, alors il existe A, l'antécédent par l'application grand J, tel que l'on puisse écrire grand G de petit f est égal à f de A, quel que soit f appartenant au dual. Alors, parmi les propriétés intéressantes des espaces réflexifs, c'est que si E est un espace vectoriel normé réflexif, alors E est un espace de Banach. D'abord, donnons la définition, puis la preuve, et puis on va en déduire des conséquences. Alors, si E est réflexif, E isométrique au bidual, nous avons dit dans le théorème précédent qu'il est isométrique à J de E, mais comme J est surjectif, donc il est isométrique au bidual. Autrement dit, et puisque le dual d'un EVN, d'un espace vectoriel normé sur K ou égal R ou C, est toujours un espace de Banach. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo qui vous démontre c'est L de E vers un espace F. Si F est un Banach, L de E F, espace des applications continues de E vers F, est un Banach. Et ici, c'est L, le dual ici, le bidual, c'est L de E' vers K égale R aussi. Donc, c'est un Banach. Et puisqu'il y a isométrie, E est un Banach aussi. Par conséquent, E est un Banach. Alors, ceci, comme conséquence, c'est que lorsqu'un espace n'est pas un Banach, lorsqu'il n'est pas complet, il n'est pas réflexif. Parmi les espaces que l'on connaît le plus, et qu'on a étudié le plus, c'est l'espace C00. Cet espace C00 mis dans L l'infini ou bien dans L1 est un sous-espace vectoriel normé, mais qui n'est pas complet. On l'a vu plusieurs fois, nous avons démontré qu'il n'est pas complet. Et donc, il n'est pas réflexif. Alors, est-ce qu'il y a des espaces réflexifs? À la réponse dans ce théorème. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est réflexif. Tout espace de Hilbert est réflexif. Alors, je donne les démonstrations. Alors, si E est de dimension finie, en dimension finie, vous savez que E', le dual, a la même dimension de E. Parce que E' c'est quoi? C'est L de E vers K. C en dimension finie, c'est dimension de E fois dimension de K, sur le corps K, égale R ou C. Donc, si la dimension de E s'appelle N, vous aurez ici N fois 1, donc c'est aussi N. Et de la même façon, pour le dual du dual, ce sera N. Alors, comme l'application grand J, nous avons vu qu'elle est injective, alors en dimension finie, lorsque une application va de E vers un autre espace, et qui est ici le bidual, ils ont la même dimension, donc injectif est équivalent à bijectif, et par conséquent, E est réflexif. Alors pour un espace de Hilbert, c'est un peu plus compliqué. Et je vois souvent les gens donnent des démonstrations avec des formes linéaires qui s'appellent x étoile, étoile, etc. Parce qu'il y a des formes linéaires sur E, et sur le dual de E, etc. Et même parfois sur le bidual. Alors j'ai essayé de simplifier la démonstration.
Alors, je prends donc soit un espace de Hilbert et j'ai un élément du bidual. Je veux démontrer que G est de la forme grand J d'un élément Y. C'est-à-dire il a un antécédent par l'application grand J que nous avons défini plus haut. D'abord, pour un petit a dans H, LA désigne cette application. Toujours j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Alors, si pour un A, je pose phi de A est égal G de LA avec le symbole de conjugué, donc je prends le conjugué. Alors, et pourquoi je prends ceci? Alors, je dis que cette application est linéaire. Ben, il est facile de le démontrer. Alors, simplement, le point ou pourquoi on met le conjugué. Parce que nous avons vu que L qui à A fait correspondre LA dans le cours sur les espaces de Hilbert, et là aussi, je vais vous donner le lien. Bon. Que ce A associé LA est une application est un isomorphisme. Lorsque H est un espace est un isomorphisme, mais l'application n'est pas linéaire, elle est antilinéaire. C'est-à-dire L, grand L de lambda A, ce n'est pas lambda L indice A, c'est lambda bar L indice A. C'est pourquoi il faut mettre ceci pour avoir la linéarité, et c'est bien linéaire. Par le théorème de Riesz, donc cette application, si je la pose comme ça, est une application linéaire. De quoi? C'est une forme linéaire de A, sur H, c'est-à-dire de H vers le corps, K. Par le théorème de Riesz, il existe Y appartenant à H, tel que phi est égal à L indice Y. Soit maintenant un élément F du dual de H. Alors il existe A. Bon, alors si je dois être plus correct, je dis soit F un élément du dual. Alors il existe A appartenant à H tel que F est égal à LA. Alors je pose phi de A égale à ceci. Et ce phi est linéaire, il existe Y. Donc j'ai un petit peu inversé les choses. Donc voilà ce que je dois dire au début. Ça. Ensuite, je définis l'application phi, qui est une forme linéaire sur H. Et ensuite, en troisième lieu, par le théorème de Riesz, il existe Y appartenant à H tel que phi est égal à L de Y. Bon, alors maintenant, regardons G de F. G de F. C'est G de LA, parce que F est égal à L indice A. Et regardons cette définition, c'est, puisqu'il y a le conjugué ici, je mets le conjugué du conjugué, je trouve G de L de A, et donc c'est phi de A conjugué. Phi de A, parce que phi de A, parce que phi c'est L de Y, donc phi de A c'est A produit scalaire avec Y, et avec le conjugué, ça c'est une forme, c'est le produit scalaire, donc ça nous donne YA. Et YA, ça veut dire quoi? Ça veut dire F de Y. Pourquoi? Parce que F est égal à L indice A. Donc c'est F de Y. Et F de Y, c'est J de Y de F. Ceci étant vrai quel que soit F, donc ceci nous donne grand G est égal à J de Y, et ainsi le grand G a un antécédent par l'application grand J qui est Y et J est surjectif de H sur H étoile. Alors je fais une remarque juste, commencer d'abord soit F, etc. Puis ensuite posons jusqu'à là et on commence la troisième propriété. Et ensuite on conclut. Voilà donc pour deux exemples d'espaces réflexifs les plus connus, les espaces de dimension finie, les espaces de Hilbert. Alors dans la vidéo suivante, je vais parler de C0. Comme j'en ai parlé beaucoup dans deux vidéos précédentes, je vais montrer que C0 n'est pas réflexif. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.